qu'on pouvait dire sur cet autre sujet. On ouvre le registre concernant l'OUA devenue l'Union africaine 60 ans après. Quel bilan peut-on dresser? Est-ce que l'organisation tend vers l'atteinte des objectifs pour lesquels elle a été créée? Notre invité est déjà en ligne. Il se trouve du côté de Tunis, capitale de la Tunisie. On refait le monde. L'invité. Monsieur Issa Kaka Soare, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous parlons donc de l'organisation de l'unité africaine, devenue l'Union africaine. L'organisation a donc été créée le 25 mai 1963. Nous sommes aujourd'hui 25 mai 2023. 60 ans, l'organisation existe. Quel bilan peut-on dresser de son existence? D'abord, je vous présente mes vœux pour la journée de l'Afrique à vous, à toutes vos téléspectatrices et téléspectateurs. Alors, pour parler du bilan de l'organisation de l'unité africaine barre Union africaine, je pense qu'il faut se rappeler des objectifs que l'organisation s'est assignés à sa création en 1963. Et si on fait ça sans faire une liste exhaustive, on peut se rendre compte que certains objectifs ont bel et bien été atteints. Un principal objectif était de contribuer à la libération totale de l'Afrique. Parce que souvenez-vous qu'en 1963, les 55 membres aujourd'hui de l'Union africaine, moins de la moitié étaient encore indépendants. Donc l'organisation s'est appelée à aider les mouvements de libération nationale dans différents pays pour atteindre donc la libération totale du continent. Il y a eu aussi des foyers de conflit sur lesquels l'organisation a essayé de jouer et elle a réussi, tant bien que mal, à mettre fin à certains conflits. Mais plusieurs défis restent encore à relever. Il faut reconnaître cela. Quels sont ces défis concrètement? Je pense que les conflits continuent encore à endeuiller plusieurs pays africains. À ce moment-là, vous voyez que ce qui se passe au Soudan, vous voyez ce qui se passe dans le Sahel, plusieurs pays, dans les Grands Lacs. Et donc, ces foyers de conflit sont nombreux encore sur le continent. On ne peut pas dire qu'avec la présence de l'Union africaine, tout devrait être éliminé, mais on s'attend à ce qu'il y ait moins de conflits et le conflit existant aussi soit de moindre intensité et que lorsque l'organisation continentale intervient, on puisse trouver des solutions rapides à cela. Deuxièmement, nous sommes confrontés à des défis de gouvernance. Vous savez qu'au cours des 4 dernières années, des changements anticonstitutionnels du gouvernement ont refait surface, mais sur le fond aussi de manquements graves à la gouvernance. C'est-à-dire les règles qui sont édictées contre l'avènement au pouvoir des militaires se vont aussi en face des règles violées par des gouvernements démocratiquement élus. Et ça, c'est un défi aussi à relever. Notre défi, c'est vraiment l'autonomie financière de l'Union africaine, qui est, à mon avis, un principal défi qui affecte les autres aspects que j'ai mentionnés. Parce que si vous n'avez pas les moyens de vos politiques, cela vous affaiblit dans votre élan, dans tout ce que vous voulez entreprendre pour jouer sur les défis qui se dressent devant vous. Alors, vous parlez du défi financier, d'ordre d'autonomie financière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Union africaine n'a pas les ressources lui permettant de mettre en œuvre ses projets et ses initiatives. D'où viennent les ressources de l'Union africaine, du coup? L'Union africaine n'a pas les ressources suffisantes pour mettre en œuvre l'ensemble de ses projets et ses initiatives. Des ressources, elle en dispose. Des projets, elle essaie de mettre en œuvre, mais pas de ressources suffisantes pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces projets. D'où viennent donc les ressources de l'Union africaine et où est-ce qu'on peut constater les manquements? D'abord, il y a 2 principales lignes de dépenses au niveau de l'Union africaine, comme c'est d'abord le cas pour bon nombre d'autres organisations intergouvernementales. Il y a les dépenses de fonctionnement, donc le salaire, l'entretien des buildings, etc.
mais aussi des projets qu'on peut mettre en œuvre, qu'on peut concevoir. Alors, en ce qui concerne le budget de financement, cela vient principalement des États membres. Et jusqu'à récemment, 75% de ces financements provenaient de 5 pays seulement. Il s'agit de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Égypte, du Nigeria et de la Libye de Kadhafi. Depuis la chute de Kadhafi, la Libye n'est plus dans cette logique. Puis aussi la réforme financière de 2016, ceci a un peu changé. Mais le gros des financements et le gros des dépenses sont les projets. Par exemple, on parlait tout à l'heure des caisses. Et malheureusement, ces lignes budgétaires proviennent principalement des partenaires extra-continentaux, notamment l'Union européenne, les États-Unis, des pays nordiques non membres de l'Union européenne comme la Norvège, la Chine qui a construit il y a quelques années le nouveau siège de l'Union africaine. Et justement, c'était à cause de cela qu'il y a eu la réforme de 2016 pour que provienne la majorité des ressources financières dont a besoin l'Union africaine du continent africain. Et c'est là où il y a le principal défi, c'est-à-dire concrétiser ce programme de réforme qui a été conçu, c'est-à-dire de prélever 0,02% des ressources douanières dans l'ensemble des pays africains. Allez-y, la question. Oui, okay. Alors, moi, vous dites que le défi, c'est l'autonomie financière. Mais j'ai du mal à m'expliquer que 55 pays africains ne réussissent pas à s'organiser pour trouver les ressources nécessaires au bon fonctionnement de l'institution panafricaine. Du coup, la question, est-ce que c'est des questions de ressources ou bien c'est une question de vision, c'est une question de volonté politique? Je pense que c'est un mélange de tout cela. La question de vision est liée à la question de volonté politique. La question de ressources est liée aussi à la question de volonté. Parce que lorsque vous avez la vision et vous avez la volonté, vous faites les efforts pour mobiliser les ressources là où ça existe. Parce que bon nombre de pays africains, y compris le Nord pour la Guinée, sont dotés de ressources naturelles abondantes, lesquelles, si on les transformait, on les concrétisait, c'est-à-dire on les transformait de l'étape de potentialité en matière, en ressources concrètes, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et ça c'est vrai aussi pour bon nombre de pays, d'autres pays africains. Malheureusement, l'Union africaine étant une organisation intergouvernementale, elle dépend des contributions de ses États membres. Donc des politiques peuvent être conçues, des projets ficelés, et financement aussi convenu, mais quand on retourne maintenant dans les différentes capitales et que les engagements pris par les États membres ne sont pas suivis d'effets concrets par les dirigeants de ces États membres, cela fait défaut. Un autre facteur que je vais ajouter à ce que vous avez cité, je pense que c'est aussi une conception mal placée de ce qui est le système international ou la solidarité internationale. Il y a un débat, par exemple, une ligne budgétivore des actions de l'Union africaine, c'est le maintien de paix. Et ça coûte beaucoup d'argent. Alors il y a un débat qui a la responsabilité pour maintenir la paix et la sécurité. On sait qu'à la création des Nations Unies, on a dit que le maintien de la paix et de la sécurité internationale, c'est la responsabilité du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc les Nations Unies. Mais donc cela fait dire à certains dirigeants que lorsqu'il y a un foyer de conflit dans un pays africain, qui fait partie de l'ensemble des pays qui appartiennent aux Nations Unies, et donc revient aux Nations Unies d'intervenir. Mais d'autres disent oui, ça c'est vrai. Sauf que, quand on parle de la communauté internationale, nous, pays africains, faisons partie de la communauté internationale. Et parce que les différents membres de cette communauté internationale qui interviennent dans un pays, mais ne sont pas aussi absents des considérations géostratégiques. Alors, si nous, un pays africain où il y a un conflit, n'est pas dans le périmètre des pays géostratégiques pour des pays auxquels on s'attend à ce qu'ils se fassent des contributions, mais on a besoin pour faire ça. Vous voyez que la mobilisation très rapide, très importante qu'il y a eu en faveur de l'Ukraine a fait dire à certains Africains
qu'il y a deux poids, deux mesures, il y a l'hypocrisie. Oui, peut-être, mais si on sait vraiment les relations internationales, on sait que les pays européens qui ont contribué, mais ils ont contribué dans leur voisinage. Imaginez qu'il y a un conflit au Mali et il y a un conflit en Géorgie et que la Guinée est interpellée. La Guinée a des moyens limités, mais on va favoriser notre intervention au Mali. Ça n'a rien à voir avec le racisme. C'est-à-dire qu'il y a des situations sur lesquelles le réalisme compte. Donc, j'ajoutais ces facteurs-là pour dire qu'il faut vraiment lire les relations internationales de façon réaliste et que c'est vrai que les Nations Unies sont responsables pour le maintien de la paix et de la sécurité du monde, mais qu'il nous revient au premier chef, nous qui sommes concernés, pour d'abord prévenir les conflits lorsqu'ils surgissent, d'essayer d'y mettre fin et de se faire maintenant appuyer par le reste de la communauté internationale et ne pas attendre que la communauté internationale vienne vers ça notre place. Alors, l'un des défis auxquels le continent fait face en ce moment, c'est la fameuse question d'intégration. C'est vrai, en Afrique de l'Ouest, il y a eu des efforts remarquables, mais la question du Maghreb, par exemple, se pose toujours. On a comme l'impression que c'est un continent ou un pays dans un autre, des pays qui sont en Afrique, mais qui ont tendance à donner l'impression que ce n'est pas le continent africain. Comment vous l'expliquez? Vous avez vu récemment avec ce qui s'est passé en Tunisie, et vous avez vu la réaction des pays de l'Afrique noire. Est-ce que cette fameuse question peut favoriser justement l'union africaine ou l'unité africaine tant souhaitée? Vous parlez de deux choses. La première, c'est l'intégration régionale qui se fait au niveau de chaque région. Actuellement, l'Union africaine définit 5 régions géographiques, mais reconnaît 7 organisations qu'on appelle communautés économiques régionales. La CEDEAO est une de ces communautés économiques régionales qui couvre donc les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc l'intégration en Afrique de l'Ouest au niveau de la CEDEAO, en Afrique du Nord au niveau de l'Union du Maghreb arabe Oumma, en Afrique australe au niveau de la SADC, ça c'est une question que vous avez posée. L'autre question c'est l'unité africaine, c'est-à-dire que les Tunisiens se sentent aussi africains que les Guinéens, que les Sud-Africains. Alors, le problème de l'intégration africaine, vous avez bien fait de signaler que la CEDEAO a fait des avancées remarquables. On peut dire que la CEDEAO et l'Afrique de l'Ouest est la région la mieux intégrée en Afrique. Elle vient ensuite l'Afrique australe, la SADC. Alors, le problème est le Maghreb est la région la moins intégrée. La raison, c'est qu'il y a des problèmes d'ordre bilatéral, surtout la situation, la question du Sahara occidental qui oppose le Maroc au Front Polisario qui est hébergé depuis 1976 par l'Algérie, a beaucoup empoisonné les relations entre les pays du Maghreb. Donc, cela explique le retard, d'ailleurs, on peut dire même le manque de dynamisme de l'UMA, qui ne s'est rencontré au sommet qu'en 1989 et très récemment à Alger. Maintenant, l'autre question qui est du sentiment panafricain, c'est vrai qu'il y a ce problème-là. Bon nombre de pays et de citoyens d'Afrique du Nord ont le sentiment d'appartenir plutôt au monde arabe ou à un monde méditerranéen qu'à l'ensemble de l'Afrique, sauf que parfois aussi ils se rendent compte de la possibilité de cette réflexion. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est le cas de Mohamed Kadhafi. Quand Kadhafi est venu au pouvoir en Libye en 1961, mais il avait la logique panafricaine, panarabisme. Mais quand il a eu des problèmes avec les pays occidentaux sur la question de l'Ocarbie, il s'est rendu compte que ceux qui l'ont appuyé étaient les Africains subsahariens. Quand Nelson Mandela a pris son avion pour se rendre en Libye contre les critiques des pays occidentaux, Kadhafi s'est rendu compte que vraiment, mon voisinage et mon appartenance géostratégique, c'est en Afrique. Et c'est pourquoi il s'est beaucoup investi en Afrique de manière générale. L'autre exemple, c'était Gamal Abdel Nasser,
qui avait développé dans son temps ce qu'il a appelé la trilogie de la politique étrangère égyptienne ancrée dans l'africanisme, l'arabisme et le monde musulman. Donc, vous avez fait une bonne remarque, mais je pense que ceci sont quelques facteurs qui peuvent expliquer cette situation. Alors, quelqu'un me confiait, un observateur me confiait un peu avant cette émission, que l'Union africaine est née, que ceux qui ont acté la naissance de l'OUA étaient guidés par deux thèses. Il y a une première tendance qui était dite fédéraliste, ceux qui voulaient qu'on aille directement vers une fédération, et d'autres qui voulaient plutôt que ce soit un regroupement d'États souverains, et que cette division demeurerait encore au sein des États africains. Est-ce le cas? Alors, vous avez raison. En 1963, il y avait ces deux groupes dits Casablanca, auxquels appartenait la Guinée, avec le Maroc, avec l'Égypte, et le groupe dit Monrovia, pour certains Brazzaville, auquel appartenaient d'autres leaders, les Ivoiriens, etc. Alors, la thèse favorisée, la vision favorisée par le groupe Casablanca était justement cette fédération, c'est-à-dire une intégration politique plus étroite, alors que les autres voulaient des États indépendants et qu'il faut mettre l'emphase sur l'économie et à terme, on pourra arriver à plus de collaboration. Est-ce que cette vision perdure encore? Oui, cette vision perdure encore. On l'a vu se manifester lors du passage de l'OUA à l'Union africaine en 2000-2002, quand il était question d'accélérer l'intégration africaine. On peut comprendre aussi, parce que lorsque vous regardez les différents pays africains voir leur dépendance, si vous mettez les dépendances ensemble, vous ne faites que agréger les dépendances. Or, il faut atteindre un certain niveau d'interdépendance, d'indépendance, pour que votre assemblement soit un assemblement interdépendant. Mais cela veut dire qu'il faut jouer avec l'optique d'avoir plus de collaboration. Vous voyez maintenant l'Union européenne, c'est une confédération à plusieurs égards. Donc l'idée c'est que oui, on accepte qu'il faut adopter une approche graduelle. Donc il faut jouer sur l'autonomie des États africains individuellement, mais ce faisant, il faut aussi faire l'intégration régionale sur la question économique d'abord. Et plus en plus, on tend vers l'harmonisation des actions politiques. Alors, M. Souaré, qu'est-ce qui pourrait expliquer l'impuissance de l'institution africaine face aux crises qui secouent le continent? Ensuite, en tant que spécialiste, quelles pourraient être les pistes de solutions à proposer à l'Union africaine pour pouvoir faire face à ces crises? Et si vous permettez, puisque nous acheminons vers la fin, j'ajoute juste une dernière question. L'Union africaine a 60 ans aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que les dirigeants africains ont pleinement conscience des manquements et que des solutions sont envisagées pour surmonter ces manquements-là? Alors, vous posez trois questions. La première, c'est ce qui explique les insuffisances de l'institution. Je pense que c'est ce qu'on a évoqué depuis qu'on a commencé. Je pense qu'il y a le manque de volonté de la part de certains États. Et ce manque de volonté agit sur leur engagement pour contribuer au financement des projets qu'ils adoptent. Et donc, cela explique ces manquements. Je peux en parler en connaissance de cause. Ayant travaillé pendant 4 bonnes années pour l'Union africaine, d'abord à Addis Ababa, puis à Bamako, et à des niveaux élevés, associés à des questions à des niveaux élevés. Et donc, je pense que cette question est un facteur explicatif des insuffisances de l'organisation, parce que l'organisation intergouvernementale est la somme de ses États membres. Elle ira aussi loin que ces États membres voudraient, selon les moyens qu'ils mettraient à sa disposition, et s'ils ne le font pas, ben, elle va en partir. Deuxièmement, quelles sont les pistes pour inverser cette donne? Quand on a fait le constat, quand on a fait le diagnostic, mais il faut, on voit très clairement la solution. C'est pourquoi en 2016, il a été proposé cette réforme de l'Union africaine, non seulement sur la question financière, mais institutionnelle. C'est-à-dire retracer
quand moi j'étais à l'Union africaine, c'était en 2012-2013, la commission avait une présidence avec une vice-présidence, puis 8 commissions. Nous sommes maintenant à 6 commissions. Ça, c'est pas pour dire qu'il faut repenser la stratégie et l'approche de l'Union africaine. Il ne faut pas vouloir tout faire. Il faut que l'Union africaine soit une organisation de coordination, parce qu'il y a les PS, c'est-à-dire la communauté économique régionale, qui doivent, sur la base du principe de subsidiarité et de complémentarité, s'occuper de certaines choses au niveau de leurs régions respectives. Puis, c'est la réforme financière, c'est-à-dire que notre dépendance disproportionnée des partenaires extérieurs n'est ni soutenable ni fiable. Parce que ni soutenable, les autres peuvent avoir des besoins comme en Voilà. et ils vont plus Docteur Issaka Souaré. Et donc, je pense que ce sont des petites solutions qui sont envisagées. Et dernièrement, est-ce que les chefs d'État en sont conscients? Oui, je pense que c'est à cause de ça qu'il y a eu ces petites de solutions qui ont été proposées de temps à autre. Docteur Issaka Kassoari, merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes expert, consultant international, spécialiste des questions de gouvernance, paix et médiation, ancien haut cadre de l'Union africaine à Addis Abeba, puis à Bamako, auteur de plusieurs ouvrages, dont la diplomatie de la République de Guinée. Encore une fois, merci d'être passé dans cette émission. Je vous en prie, et bonne journée Afrique à toutes vos spectatrices et tous vos spectateurs. Je termine.